3, 2, 1. Avant de lancer votre nouvel épisode, je voudrais remercier tous les auditeurs qui me soutiennent sur Patreon. C'est notamment grâce à eux que je peux financer cette enquête indépendante, autoproduite à 100%. Bienvenue cette semaine à Agathe Quignard, Malika Doré et Abel, Caroline Rouault, Paul Gabriel, Anaïs Ascaride, Morel, Claire Vibechnek, Fabien Vieux et Elsa Briard. Un immense merci. Et maintenant, retournons à notre terrible affaire. Cerno, une anti-enquête, épisode 25. Mercerie Constellation. Il y a une vie incroyable dans votre boutique. Ça dépend des jours. Nous sommes des ignorants. Qu'est-ce qu'on ignore ? On ignore tout, absolument tout, je pense. Non. Dieu a créé le monde, c'est sûr. Jean-Thierry Mathurin. Jeanne Laurent. Thierry Paulin. On verra bien où cette histoire me mène. L'histoire de Thierry qui tuait les vieilles dames. On ne veut pas voir cela. Je fais un podcast. Ah, ok. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Thierry qui tuait les vieilles dames. Pas une visite, pas un coup de fil. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Je trouve que ça dérange. Il faut continuer votre chemin. 3, 2, 1. Déjà d'une, il faut croire déjà sans voir. Et ensuite, il y a des preuves qui sont là, des révélations. Donc je ne fume pas, je ne bois pas, tout va bien. Et j'hallucine pas, je prends pas de médicaments, etc. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que Jésus a été ressuscité. Il n'y a pas de religion dans ce que je dis. C'est vraiment, on n'est pas là, il n'y a pas de hasard. Dieu nous a même choisis avant qu'on soit dans le ventre de notre propre mère. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Jésus a été la seule personne qui a ressuscité. Et il n'y a pas d'autre vérité. C'est la vérité alors ? Oui, c'est la vérité. Et si j'en parle, c'est qu'en plus d'y croire, j'ai eu aussi des preuves. Et tout ça, c'est vrai. Quelles preuves vous avez eues ? Donc, la preuve, on peut avoir des visions. Ensuite, des miracles qui arrivent dans nos vies. Il faut vraiment ne jamais douter. Il ne faut pas douter. On n'est pas là par hasard, encore une fois. C'est trop facile de dire « Ah oui, on est là, il y a eu un boomerang, je sais pas quoi. » Non. Un Big Bang ? Un Big Bang, oui. Ouais, voilà. Non, mais le Big Bang, même moi, ça, je sais même pas. Le Big Bang, là, voilà. On voit les merveilles de Dieu. Ok, il y a des choses terribles, mais il faut comprendre les choses. Après, c'est long à expliquer. Il y a des choses qu'on voit pas, qui sont invisibles. Mais il y a vraiment tout ce qui est ange, tout ce qui est mauvais esprit, le diable. Tout ça existe. Vous partez, Béatrice ? Je suis obligée, c'est ça, je reviendrai pas. Moi aussi, je dois aller à la banque après, mais donc voilà. Au revoir, Béatrice, merci. C'est la mercière qui s'en va. Vous avez toujours été croyante ? Moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, même quand j'étais petite. Après, il y a des choses terribles, comme je disais, les maladies, les choses ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui est maladie, etc. Après, il peut y avoir des malédictions, des choses. Et ça peut venir du diable, ça peut venir de Dieu. Mais après, ce serait vraiment très long à expliquer tout ça. Et là, après, moi, je dois aussi aller à la banque, etc. avant que ça ferme. Mais c'est très long à expliquer, c'est vrai. Mais c'est la seule des vérités. Et il y a vraiment l'enfer et le paradis, c'est vrai. C'est quoi votre prénom ? Nathalie. Donc vous allez à la banque ? Là, je vais aller à la banque, oui. J'ai besoin d'aller à la banque. Non, je vais déposer aussi. Je remercie Dieu parce que Dieu, il a fait que des miracles dans ma vie. Et voilà, donc ce mois-ci, je suis contente. Je vais avoir un salaire qui va me permettre de faire des choses, des travaux. Et les salaires, c'est Dieu ou c'est votre travail ? C'est Dieu, c'est lui qui m'avait trouvé ce travail, en fait. Il filait ses victimes jusque chez elle. Moi, je travaille sur les tueurs en série, Nathalie. Oui, vous en êtes un, vous me faites peur, là. Non, je rigole, j'ai pas peur. Les tueurs en série ? J'ai pas dit que j'étais tueur en série, j'ai dit que je travaille sur les tueurs en série. Les tueurs en série, il faut savoir qu'on a le libre arbitre. Et donc, dans le libre arbitre, soit, à un moment donné, les gens peuvent choisir le bien et peuvent choisir le mal. Ça, c'est sûr. Le bien, c'est plus difficile de choisir le bien. D'accord ? Par contre, le mal, une fois qu'ils sont vraiment dedans, donc ils laissent une porte ouverte où le diable vient. Et du coup, ce sont des mauvais esprits qui sont à l'intérieur des personnes, donc ils sont presque comme possédés. Et du coup, ils sont dans ces actions-là.
ils sont possédés en fait. Tout ce qui est serial killer, c'est quelqu'un d'autre qui peut... Souvent, remarquez bien, souvent on entend les gens dire « mais je n'ai pas réussi à me contrôler », c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait le pouvoir sur mon corps. Souvent. Et quand vous entendez ça plusieurs fois, pour nous les croyants, on sait qui c'est derrière. C'est qui ? Du coup, c'est le diable qui a pris accès, donc la possession du corps, et qui fait le mal. Et c'est une vérité ce que je vous dis. Vraiment, ça m'angoisse ce que vous dites. Non, ce que c'est une réalité à 100%. Vous me faites peur. Non, pourquoi ? Vous aussi, madame, ça me fait peur. Chacun ses croyances. Vous partez ? Oui. Bon, bonne journée, Nathalie. Merci. Au revoir. Ce qui me choque un peu, c'est quelqu'un qui dit c'est une certitude. J'ai aucune certitude sur rien. Quand on a une certitude sur Dieu existe, l'âme existe, on n'est pas né par hasard, peut-être. Moi, je n'en sais rien. Merci. Mais je dirai jamais, je suis sûre de ce que je pense. Pour moi, c'est ça qui est dangereux. Et quelle que soit la religion, ça qui fait du projet. C'est imposer en disant ça, c'est la vérité. C'est quoi votre prénom ? Moi, c'est Julien. Françoise. Qu'est-ce que vous venez acheter ? Des fermetures éclairs ? Ben oui, vous voyez, parfois il faut réparer les choses. Ça se fait pas tout seul, il n'y a pas de miracle. Oh, mais c'est gentil, mais sinon j'aurais mis dans mon sac. 50, 60... Ah, ben je... C'est merveilleux, merci. Bon, bonne journée. Merci Françoise, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Et vous, Tony, vous venez aider votre femme en fait ? J'aide ma femme, je travaille pas là. Ah, merde. Je travaille pas là, moi je suis gardien d'immeuble. Ah d'accord. Où ça ? Ici, dans le quartier. D'accord. Dans le quartier, et donc je suis à côté, donc je viens dès que je peux pour lui donner un coup de main. Voilà. D'accord. Vous aviez quel âge vous, Tony, en 1984 ? 22 ans, oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous avez connu, vous qui étiez dans le quartier, une dame qui s'appelait Jeanne Laurent ? Ça me dit pas grand-chose. Et l'affaire Thierry Paulin, ça vous dit quelque chose ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'était dans le 18e. Il y a eu pas mal de meurtres. D'ailleurs, il y avait un de ses complices, celui qui était complice avec lui, qui est encore en prison, qui en est mort, j'en sais rien. Mais bon, voilà, oui, je m'en souviens très bien parce que c'était 84. Oui, c'est une période où je vivais ma jeunesse. Comment vous viviez votre jeunesse ? On allait en boîte de nuit, c'était la période du disco et du funk. Je travaillais aussi. Après, je suis parti vers 22 ans, c'est la période où j'étais en service militaire. Et donc, cette affaire Thierry Paulin, vous en avez entendu parler comme tout le monde ? Comme tout le monde, puisque ça se passait dans notre quartier. Ça se passait notamment dans le 18e, parce que je pense que ça devait être quelqu'un qui était du quartier ou qui connaissait bien le quartier, quoi. Oui, je me rappelle très bien de cette histoire. Oui. Vous ne l'avez pas connu ? Parce que j'imagine que non, pas du tout. Vous aviez le même âge que lui. C'est possible. Mais non, c'était pas quelqu'un qui était dans mes fréquentations. Non. Et puis en plus, oui, effectivement, c'était quelqu'un qui allait dans les boîtes de nuit et tout ça, mais c'était quelqu'un qui était apparemment, d'après ce que j'ai pu en lire, il aimait bien se montrer, il était très m'as-tu-vu, il était très dans l'apparence, il était très dans les grands couturiers, les choses comme ça, oui. Un peu bling-bling. Oui, voilà, c'est ça, oui. Il était dans la drogue, il était dans des choses comme ça, et dans la drogue dure. Non, c'était pas le destin et le chemin que j'envisageais, moi. Non, j'étais sur autre chose, j'étais pas là-dessus. Après, c'est peut-être quelqu'un que j'ai pu rencontrer comme ça par hasard, mais alors j'en ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Parce que physiquement, il avait un visage bien spécifique. Je pense que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Et moi, j'ai été extrêmement choqué à l'époque, parce qu'il était d'origine antillaise, il était martiniquais, et à l'époque, on n'entendait pas beaucoup d'Antillais qui faisaient ce genre de choses, et ça m'avait énormément touché, quoi. Il a sali l'image d'une communauté, c'est tout. Signalement, origine martiniquaise,
25 ans environ, rien de bien précis. On a pu voir aussi que les Antillais, les hommes de couleur, étaient aussi capables comme les Occidentaux, d'être des tueurs en série. Ensuite, après, on a eu Guy Georges, qui était pas mieux, qui a enfoncé le clou. Pourquoi nous, on ne devient pas des serial killers? Et pourquoi on ne deviendrait pas? On pourrait le devenir. Je vais y aller peut-être. Après, pourquoi moi je suis pas devenu? Parce que bon, j'ai pas eu tant d'atrocités comme ça dans ma jeunesse, c'est pas cette impression. J'avais beaucoup d'amour, mais on a envie peut-être de moins aller vers tout ce qui est tuerie, tout ce qui est violence meurtrière. Voilà. Vous n'avez pas eu besoin de tuer? Bah, c'est une drôle de question. Non, pas vraiment. Non. Vous êtes quel genre d'homme, Tony? Je vis, j'ai le caractère de la vie de tous les jours, de la vie citadine, de la vie urbaine, où on doit se battre matin, jour et nuit, incessamment pour manger et se faire une vie relativement correcte, quoi. Essayer de passer à travers les mailles du filet, dans les eaux troubles, tout ce qu'on veut. Je voulais savoir exactement c'était quoi un podcast. Ben, je veux dire, c'est quelque chose, tu sais, vaguement, mais pas nécessairement dans le détail. C'est une abomination pour moi. Quand vous entendez ça plusieurs fois, on sait qui c'est derrière. Alors je sors de la boutique, je marche rue Lamarck. Donc le jour où on a découvert le corps de Jeanne Laurent, rue Armand Gauthier, on a découvert un deuxième corps, pas très loin d'ici, rue Jacques Kellner. Je connais pas très bien le quartier. Je marche avenue de Saint-Ouen, en direction du périphérique. C'est assez vivant. Et voilà, j'arrive rue Jacques Kellner. Donc on est le 12 novembre 1984. On vient de découvrir le corps de Jeanne Laurent, rue Armand Gauthier. Et 4 heures plus tard, à 800 mètres de distance, donc ici rue Jacques Kellner, le second cadavre de la journée est découvert. Madame Paul Victor, 77 ans, est trouvée morte, la tête dans un sac en plastique sous un oreiller. La police est alertée grâce à une jeune voisine qui, en allant aux toilettes communes, a remarqué une forte odeur de putréfaction. Le meurtre a été commis plusieurs jours auparavant. Qui a tué Madame Paul Victor? À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Alors, lâche assassinat pour de l'argent. L'arrière-cour de cet immeuble en témoigne, Madame Victor avait tout juste de quoi se nourrir. Alors, d'après ce que j'ai pu lire sur l'avis de décès, le meurtre a eu lieu au numéro 8, sauf qu'à l'époque, il y avait une petite maison qui a dû être rasée, et maintenant on voit un grand immeuble blanc, et même un darty, à l'endroit où habitait Paul Victor. Je vois des hommes qui jouent à la pétanque sur le terre-plein central. Bonjour. Excusez-moi, je cherche quelqu'un qui vivrait ici depuis longtemps. Monsieur là? Ah, lui c'est un ancien. Ah, c'est un ancien. Bonjour monsieur. Bonjour, vous habitez la rue depuis longtemps? J'habite l'avenue Saint-Ouen. Oui. Au 124 avenue de Saint-Ouen, depuis maintenant 10 ans. Ah, depuis 10 ans? Oui. C'est récent? C'est récent, mais j'ai tout de même habité dans le 18e au 256 rue Marcadet pendant 25 ans. D'accord. Donc 25 plus 10, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le quartier. Vous avez un accent du sud? L'accent de la Lozère. Ah. Au nord de Montpellier. Comment ça se fait que vous vous soyez retrouvé à Paris, vous? Parce que je suis un ancien militaire, donc qui a voyagé énormément dans différents pays. Donc un militaire, ça se déplace tous les 2 ans. De ce fait, eh bien, malgré tout, j'ai gardé mon accent.
Mais vous avez fait le tour du monde? Oh, je n'ai pas fait le tour du monde, mais l'Allemagne, la Tunisie, et puis tous les coins de France, toutes les bases aériennes de France. C'était une bonne vie? Ah, c'est une belle vie. Et c'est une vie de famille à l'armée de l'air. Car nous étions à l'époque vraiment une famille unie et on se tenait les coudes. C'était formidable. Je garde un très bon souvenir et 28 ans dans l'armée de l'air pour finir à l'état-major à Paris, ministère de l'armée de l'air. C'est un beau parcours? Ah, c'est un beau parcours formidable. Pour moi, il y a un regret chez moi, c'est d'avoir supprimé le service militaire à ces jeunes qui n'étaient jamais sortis de leur petit trou, donc ça leur permettait d'ouvrir un peu l'horizon et de voir ce qu'était la vie. Comme vous? C'était votre cas? Ah, effectivement, ouais. Car vous savez que la Lozère, c'est un coin perdu. D'ailleurs, c'est le département où il y a le moins d'habitants. Et dans ma commune, nous étions 60. Donc vous voyez un petit peu, quand je suis parti de mon petit coin, je ne savais même pas prendre un train, un car. Je partais dans l'inconnu. Je n'avais que ma pauvre mère, le papa étant mort très jeune. Ma pauvre mère avait 6 gosses à élever toute seule. Et cette maman, si elle n'est pas au ciel, personne n'ira. Car elle a élevé 6 enfants, elle en a fait 6 hommes. Une maman qui ne savait pas écrire. Elle le savait lire. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais enfin, c'était comme ça. Comment elle s'appelait, votre maman? Ah ben, elle s'appelait comme la maman de Jésus, c'est-à-dire Marie? Marie, voilà. Et mon pauvre père s'appelait comme le papa de Jésus, c'est-à-dire Joseph. Joseph. Il est fort. Pourquoi il est mort? Mais il est mort d'un accident. Maintenant, je ne vais pas vous le dire devant tout le monde comment il est mort, mais enfin, la pauvre maman, de la manière dont il est mort, eh bien... Si elle n'avait pas été solide, elle aurait perdu la tête. Pourquoi? Maintenant, je ne vais pas vous le dire. Non. C'est trop difficile à dire? Trop difficile. Ce sont des choses que je garde, que je ne peux dire pratiquement à personne. Il a été tué? Parce que, oui. Mais maintenant, je ne vous dis pas dans les circonstances. C'est très dur à dire ça de la manière dont il est mort. Mais enfin, ma pauvre mère, heureusement qu'elle a eu la tête solide, parce qu'elle a assisté à la mort de mon pauvre père. Elle l'a vu se faire tuer? Ah, elle l'a vu, tout près d'elle. Mais ce sont des choses que je n'ai jamais dit à personne. Il faut le dire? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on garde à soi, pour soi. Même sur mon lit de mort, je ne pourrais même pas le dire. Je ne sais pas, par respect pour je ne sais quoi, je ne peux pas vous répondre. Ça, vous le gardez en vous? Je le garde en moi. Ça vous fait mal? Ça me fait mal, oui, ça fait mal. Mais je pense plutôt à la pauvre maman, vous voyez. Parce que ce qu'elle a vu, parce qu'elle l'a vu à côté, près d'elle, ce qui s'est passé. Ben, vous savez, il y en a beaucoup qui auraient perdu la tête. Je m'appelle René. Je suis désolé pour vous. Ah, pas du tout. Non. Vous en êtes remis? Ah oui. Ah ben obligé. Et puis peut-être, je vais vous dire une chose, on se relève. Pourquoi? Je me suis relevé et si j'ai avancé dans la vie, c'est que ma mère m'a transmis la foi. Ah, vous êtes croyant? Ah, je suis croyant. Vous savez, je vais vous dire une chose, moi. Si je n'avais pas la foi, si je ne croyais pas à l'au-delà, eh bien je n'hésiterais pas. Un gars qui me casse le monde, je lui enverrai une balle dans la tête. Tout homme, à un moment donné, est capable de tuer. À suivre. Françoise! Si vous aimez Cerno, je vous invite à écouter mon autre podcast, Super Héros. Et si vous aimez vraiment beaucoup Cerno, aidez-moi à financer la suite de mon anti-enquête et rejoignez une communauté d'auditeurs en vous rendant sur patreon.com/Cerno. Patreon.com/Cerno. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.